Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Le marché des cryptos se met à dérouiller, il y a l'Ethereum qui est en train de partir vers le sud, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça y est, tous nos grands espoirs de bull market pour le 2022 se sont envolés en fumée? Ou est-ce qu'on peut rester quand même optimiste? Eh bien, je vais traiter de cette question dans la première partie de la vidéo. Je vais même aller parler de l'XRP qu'on me demande toutes les semaines depuis des mois. Je vous ferai un point là-dessus. Je vais vous parler de l'or, du scénario négatif sur l'or parce que j'ai créé beaucoup d'optimisme grâce à ma dernière vidéo de la semaine dernière qui était un gros dossier sur l'or. Je vais quand même vous donner le scénario, le scénario négatif sur l'or et vous expliquer à quoi s'attendre et comment gérer tout ça. Donc c'est une vidéo qui, de mon point de vue, va être très intéressante parce qu'elle devrait temporiser un petit peu les attentes pour 2022, des attentes qui sont pour certains très élevées en termes de gains boursiers sur le marché des cryptos ou de l'or. Donc je vais essayer tout simplement de temporiser ça pour que vous passiez sur des allocations d'actifs, donc un pourcentage de votre capital adossé à ces classes d'actifs qui soient raisonnables et surtout raisonnées, c'est-à-dire en fonction de votre patrimoine et de votre tolérance au risque. Donc c'est parti pour cette vidéo, rappel qui est un rappel aux fondamentaux de l'investissement, à savoir on fait pas all-in, on n'est pas au casino, on fait les choses proprement pour rester dans le game sur le moyen long terme. Allez, petit suivi sur le marché des cryptos. On attaque avec le total market cap en excluant le Bitcoin, juste pour avoir vraiment l'intérêt des acheteurs. Est-ce que les liquidités entrent ou pas sur ce marché? Et bien là, en l'occurrence, la pattern est toujours la même. On a toujours cette tasse avec cette anse en formation. On a eu une semaine de baisse ici. Cette semaine de baisse, pour le moment, elle reste dans une logique de micro-base. Donc vous voyez, tasse, anse, lance là pour le moment. Tant que ces niveaux-là, ces alentours de niveau sont tenus, on n'a pas de cassure vers le bas, on est toujours dans une structure de continuation de tendance du cycle. Par contre, si on venait à casser très nettement la zone cette zone-là, tout simplement, je vais vous la dessiner en... Alors, où sont mes outils de dessin? C'est pas là. C'est ici. Voilà. Ça là, cette histoire, si on vient casser cette zone-là, là, ça va pas sentir bon du tout. Mais on n'y est pas du tout pour le moment. Mais si on vient à casser cette zone-là, là, très probablement que le bull market sur les cryptos, donc le dernier qu'on a vécu, il va être remis très fortement en question et on entrerait là, effectivement, dans une logique de bear market ou en tout cas de grosses zones de turbulence pour l'année 2022. Pour le moment, on n'y est pas, mais vous voyez, on est vraiment sur... Quand la volatilité est tassée comme ça et bien contractée, c'est là où le prochain gros mouvement émerge. Donc le prochain gros mouvement, il peut très bien partir vers le nord comme par le sud. On n'en sait rien. La pattern actuelle, c'est une pattern de continuation de tendance. Par contre, si ça break vers le sud, ce sera une pattern de fin de bull market. Donc là, pour le moment... On ne sait pas encore, tout reste, on a vraiment tous les éléments pour rester très optimiste, mais voilà, il ne faut pas se faire de film. Si cette zone-là, elle casse en hebdomadaire et qu'on a la confirmation la semaine d'après et qu'on reste en dessous, là, il faudra commencer à s'inquiéter un petit peu pour le marché des cryptos en 2022. Et puis bien entendu, le scénario là qui reste en force, eh bien, c'est tout simplement un rebond depuis le bas de cette micro-base. Donc, je vais vous dessiner ça. En fait, j'ai changé, mais bref, ça se voit pas là, mais j'ai tout changé et du coup, bref. Donc là, pour le moment, ce qui reste en force, ce serait davantage un rebond, stabilisation et puis boum, break. Donc ça, c'est le scénario que je privilégie tant que ce support n'est pas cassé. Donc voilà, ça c'était pour le total market cap en excluant le Bitcoin. Maintenant, passons au Bitcoin. Donc le Bitcoin, on a toujours cette tasse avec une anse en formation. On a effectivement cette semaine de baisse. On est sur des niveaux assez importants là. Est-ce que le niveau de support, là, cette zone des 42 000 va tenir ou pas? Pour moi, ça me semble être quand même... des niveaux qui sont majeurs dans le sens où si ça casse et qu'on vient chercher le bas de ce range, ça voudra dire que la tasse et anse qui est, je le répète, mais une figure de continuation de bull market,
eh ben, elle n'existera plus. Hein. On sera dans une autre psychologie des foules. On aura effacé la psychologie bull qui est très, très optimiste avec beaucoup de force acheteuse. Celle-ci n'existera plus. Donc vraiment là, ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, là, il faut que ce niveau tienne. Sinon après, ça va se détériorer. Donc là, si on reste optimiste, on se dit, ok, on est sur le niveau de support, on a le rebond, tac, tac, tac. Et le bull market sur le Bitcoin n'est pas terminé si ça prend cette forme que je viens de vous dessiner. Par contre là, ce niveau de support, si ça commence à casser par le bas, là ta séance, elle n'existe plus. On ne pourra plus parler de ta séance sur le Bitcoin. Et dans ce cas-là, ce sera quelque chose de différent et qui sera beaucoup moins, comme je vous l'ai dit, beaucoup moins bull, beaucoup moins haussier. Et si on est même à casser la zone des 30 000 points, là on serait carrément en bear market. Donc cette zone-là, là. La zone de marché baissier. Et là, on pourra aller retourner très, 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 très bas. Donc, quand vous faites de la spéculation, quand vous faites des investissements, vraiment, ayez à l'esprit que tous les scénarios sont possibles. Et en fonction de l'évolution de la psychologie des foules sur vos graphes, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies avec plus ou moins d'exposition au risque. Donc, c'est ça vraiment qui est le plus intéressant. Dans la réalité... Le point d'entrée que vous rentriez à 1, 2, 3, 5, 10% près, c'est pas très important. Ce qui va faire vraiment la différence, c'est l'allocation du capital, de votre capital que vous allez mettre sur ce marché. Effectivement, quelqu'un qui était 100% Bitcoin, pendant l'année 2022 et pendant tout ce run-là, il va se dire, bah voilà, moi ce qui a marché pour moi, c'est d'être 100% de mon capital sur le Bitcoin, donc je vais continuer dans cette logique-là. Sauf que là, si on est 100% sur le Bitcoin et qu'on commence à se prendre des moins 20, plus 10, moins 30, plus 15, moins 40, plus 20, moins 50, là, l'allocation 100%, ça va pas bien se passer. Donc il y a des moments pendant lesquels, dans l'histoire, où on peut s'exposer un petit peu plus au risque, on peut monter en termes d'allocation parce qu'il y a des grosses asymétries positives et il y a d'autres moments où il faut rester beaucoup plus sur la défensive. Là actuellement, vous voyez, hein, on a beaucoup de volatilité entre la borne haute et la borne basse. Hein. Sur le Bitcoin, on est sur du moins 55, on a 55% de baisse potentielle. C'est pas des moments où on veut prendre des positions avec un maximum d'exposition au risque. C'est plutôt des moments où on peut lancer quelques petits paris. Si le pari ne passe pas bien, on ne renforce pas sa position, on la coupe. Et ça, voilà, ça c'est dans la logique des paris spéculatifs. Je vous rappelle que quand vous êtes dans une logique patrimoniale, si vous voulez avoir des cryptos, du Bitcoin en portefeuille, mettez-vous dans une logique d'avoir 2% de votre patrimoine en Bitcoin et une fois par an. Si le Bitcoin il a triplé, bah vous vous retrouvez avec 6% grosso modo de votre patrimoine. Eh bien, vous en revendez 4% et vous l'allouez à vos autres classes d'actifs. Par contre, si le Bitcoin il a été divisé par 2, donc vous êtes passé du coup de 2% de votre allocation de patrimoine à 1%, eh bien là, vous revendez quelques autres actifs et vous rajoutez 1% de votre patrimoine sur le Bitcoin de manière à ce que vous soyez à 2%. Donc, vous voyez, ce sont des logiques qui sont complètement différentes. À vous de choisir celle qui vous va. Vous pouvez mixer un petit peu les deux. Vous pouvez faire une petite portion de votre patrimoine uniquement pour les grosses opportunités spéculatives. Alors les grosses opportunités, ça peut très bien être sur les matières premières, sur le Bitcoin, sur de l'obligataire, sur certaines actions. Et une autre partie de votre patrimoine qui est beaucoup plus en mode bon père de famille où j'alloue une toute petite portion sur des crypto-monnaies, donc entre 2 et 5%, et vous ne regardez pas trop ce qui se passe, et une fois par an, vous faites un rééquilibrage. Donc deux logiques différentes, deux logiques qui marchent très bien, mais vous voyez bien que là, l'allocation du patrimoine reste clé. Et de mon point de vue, c'est beaucoup plus important d'avoir un bon money management qu'une bonne stratégie boursière. Le bon money management, il va vous permettre de rester dans le game bien plus longtemps. Il va vous permettre de rester dans le jeu tout au long de votre vie. Alors qu'une bonne stratégie de trading, mais avec un mauvais money management, eh ben dans une série de trades perdants, ce qui est normal, ce qui fait partie du jeu, eh bien ça va tout simplement vous mettre hors d'état de service. Donc vous serez tout simplement hors jeu, vous ne pourrez plus jouer malgré que vous ayez la meilleure stratégie boursière du monde. Donc voilà, premier pilier, quand vous voulez investir en bourse ou sur les cryptos, pensez en termes de money management et d'allocation de votre capital en fonction de l'espérance de gain et surtout en fonction des conditions de marché. Vous voyez que là, il y a beaucoup de volatilité. La situation n'a rien à voir avec ce qu'elle était ici, là, quand je vous disais j'ai attendu 2 ans pour passer ce trade.
Là, on n'y est pas du tout là, hein. Là, on est plutôt en mode cash, on attend de voir ce qui se passe et si ça se déroule bien, comme ce que je vous ai dessiné en bleu, là, on pourra recommencer à prendre des paris spéculatifs avec un petit peu plus d'audace. Alors, sur l'Ethereum, on est passé sur la situation d'une correction forte possible. Pourquoi? Parce que je vous l'avais dessiné. On a cassé ce niveau de support. Donc là, ça veut dire que ça libère de l'espace, hein. Là, on a potentiellement des gens qui peuvent paniquer. C'est des mouvements de foule en chaîne, hein, des mouvements de panique. Donc là, on peut aller chercher assez rapidement le prochain niveau de support avant que les acheteurs ne reviennent, hein, ceux qui en achètent à bon prix. Donc là, ça y est, on est dans la situation d'une potentielle correction forte sur l'Ethereum. Un réajustement entre ce qui s'est passé sur l'ensemble du marché des cryptos et qui ne s'est pas produit sur l'Ethereum. Et bien là, ça peut se produire sur l'Ethereum. La configuration potentielle, hein. Alors, je vais essayer de vous passer ça comme ça. En ta séance, elle, pour le moment, elle n'est pas remise en question. On serait simplement sur la construction, voilà, de quelque chose comme ceci. Donc ça, c'est vraiment le scénario, le meilleur scénario possible, hein, celui que je vous ai dessiné. À savoir là, on stabilise sur les niveaux actuels, on rebondit et là, on a les prises de position qui pourraient se faire voilà, d'ici le mois de mars, avril 2022. Le mauvais scénario, c'est tout simplement, on va chercher très bas et là, on commence à dévisser beaucoup plus bas. Et exactement comme avec le Bitcoin, ça voudrait dire que cette fameuse ta séance n'aurait plus d'existence possible et on serait sur une autre figure chartiste, un autre phénomène de psychologie des foules. Donc affaire à suivre. En tout cas, là, ça va se jouer dans les 2-3 semaines à venir pour savoir soit on rebondit sur les niveaux actuels et on sauve la ta séance, soit ça commence à paniquer et à ce moment-là, toutes nos belles espérances de continuation de bull market dès le début ou en tout cas le milieu de l'année 2022 vont être fortement remises en question et on va rentrer beaucoup plus dans une logique de grosse volatilité, beaucoup de nervosité et peut-être un bear market. Donc voilà, on est dans une situation où ça va se jouer là, donc c'est assez intéressant à suivre. Et puis suivez cette émission tous les samedis, comme ça vous serez tenu au courant de ce qui se passe. Donc on m'a demandé XRP, on me le demande chaque semaine, mais en fait tant que ça évolue pas, tant qu'il n'y a rien qui bouge, j'ai pas grand chose de nouveau à dire. Donc tant que ça bougera pas, en gros je ne vous reparlerai pas des cryptos alternatives. Vous le voyez, gros triangle, on travaille la zone inférieure du triangle. Donc pour le moment, tout est clean sur XRP. Donc ça fait partie, hein, si l'Ethereum et le Bitcoin restent dans une logique de bull market, ça fait partie, je le répète, hein, mais des paris qui peuvent délivrer quelque chose, une très forte asymétrie positive pour l'année 2022. Vous le voyez, hein, on est sur un début de cycle. Donc avec un joli triangle, la volatilité qui se tasse. Si cette volatilité suit bien, les cours suivent bien ce que je vous ai dessiné en bleu ici et qu'on casse par le haut, là on aura un magnifique, mais vraiment magnifique pari avec une belle asymétrie positive et un XRP qui peut aller chercher très haut et très loin pendant l'année 2022. Encore une fois, là, c'est pas en ce moment qu'on prend les positions, c'est pendant les breakouts. Parce que là, il peut se passer énormément de choses. Ce que l'on voit là, de dessiner, on se dit, ouais, c'est un joli triangle. Ça peut partir en quelque chose qui n'a plus rien à voir avec un triangle. Si dès la semaine prochaine, on venait à casser ça par le sud, on se retrouverait avec une autre figure chartiste. C'est pour ça que les figures chartistes, il faut attendre qu'elles arrivent à maturation, il faut attendre qu'on ait le breakout et là seulement, on a tous les éléments en notre possession pour savoir si on prend le trade ou pas, si on a une forte espérance de gain ou pas, ou est-ce qu'on place notre zone d'invalidation, notre zone de stop. Voilà, tous ces éléments-là, on ne les a pas actuellement parce que la figure n'est pas terminée, elle n'est pas mature et elle peut changer de morphologie en l'espace d'une semaine ou deux. Hein. Exactement comme ce qu'on est en train de voir là sur le Bitcoin. Peut-être que dans 2 semaines, ça n'aura plus rien à voir avec ce dont on parle depuis un mois. Donc voilà, attendez vraiment des figures qui soient validées par des breakouts pour pouvoir initier des paris spéculatifs et être beaucoup plus à l'aise avec vos attentes. Avant de passer à la suite, je voulais simplement rappeler à toute la communauté que je n'avais pas envoyé d'email privé depuis pas mal de temps, mais je vais reprendre à partir de cette semaine. Donc voilà, attendez-vous à recevoir du lundi au vendredi des petits emails avec
Voilà, plein d'histoires perso, des traders mindset, des conseils, des recommandations, tout un tas de choses qui devraient vous aider à améliorer eh bien, votre rentabilité en bourse. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur ma newsletter, hein, sur cette liste d'envoi d'emails privés, le lien est en description, vous allez tomber sur cette page, vous mettez votre meilleur email ici, vous cliquez sur c'est parti. Vous allez recevoir un email de confirmation, probablement dans votre boîte spam. Vous le validez et vous le déplacez dans votre boîte email habituelle. Et comme ça, on restera en contact. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo qui était en réalité un dossier sur l'or avec tous les fondamentaux économiques derrière qui poussait en la faveur d'une continuation du bull market sur l'or. Je vous ai donné tout ce qui était positif pour l'or, notamment d'un point de vue psychologie des foules. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus, beaucoup de remerciements et des gens beaucoup d'investisseurs qui sont passés de, on va dire, positif sur l'or à extrêmement positif. Donc, juste pour temporiser les ardeurs et pour que vous restiez dans des allocations de capital sur cette classe d'actifs qui reste décente, qui reste raisonnée, hein, je vais quand même vous parler du scénario inverse, c'est-à-dire le scénario où on a tout simplement ce magnifique triangle de continuation de tendance qui n'est pas cassé par le haut, mais qui est cassé par le bas. Donc, si ça venait à se produire, l'objectif, qui est un objectif purement chartiste, on reprend l'amplitude du triangle là, entre le haut et le bas. Donc ça peut très bien être ici, ici ou ici, ici. Ça nous donne simplement un endroit, à peu près une amplitude. Et si on casse par le bas ce triangle, vous voyez que la baisse sur l'or, elle est de l'ordre de moins 17%. Donc le scénario haussier pour 2022, hein, on est sur de l'hebdomadaire hein, ici, hein, c'est on casse par le haut, boum, on enchaîne sur une nouvelle vague hein, de plusieurs années. Le scénario négatif pour l'or qui, de mon point de vue, serait associé à un crack sur les marchés financiers parce que voilà, quand le marché action equity se met à dérouiller, il y a l'ensemble de tous les marchés qui dérouillent, il y a juste le marché obligataire qui s'en sort mieux. Et bien ce serait tout simplement pareil, hein, une grosse correction sur l'or, une correction comme je vous l'ai dit de l'ordre on va dire de moins 20%, et ça correspondrait au niveau de support, voilà, vous le voyez ici, hein, cette zone de support. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc la zone des 1500 $, hein, 1400, 1500 $. Donc ça c'est le scénario négatif. Donc c'est pour cette raison aussi que j'adore, et je le répète systématiquement, quand on prend des paris spéculatifs, on attend le breakout. Donc là, le breakout, il n'a pas lieu. Là, on est en plein milieu de la pattern. On ne sait pas si ça a breaké vers le haut ou vers le bas. Si ça casse par le haut, on a toute cette espérance positive qui s'ouvre à nous. On a tous ces fondamentaux qui devraient pousser l'or et qui devraient créer un mouvement de foule sur cet actif, et tous les investisseurs du monde entier qui, pour les raisons que je vous ai expliquées la semaine dernière dans la vidéo, vont se mettre à en acheter. Par contre, là, si le marché des actions se met à craquer, le marché des matières premières, et donc l'or, devrait dérouiller aussi. Et là, on se retrouverait avec un retour sur la zone des 1400, 1500 $, et on passerait sur une unité de temps bien supérieure hein, en termes de pattern. Ce serait, on repasserait limite sur tout le cycle ici que l'on a vu se mettre en place hein, entre 2013 et 2019. Donc on repasserait davantage sur un cycle de consolidation avec une grosse volatilité. Donc si je dois vous dessiner ça, ça ressemblerait à quelque chose comme ceci. Hop. Et boum. Donc vous voyez, ça remettrait le bull market à bien plus tard. Et comme on est sur des grands cycles sur l'or, quand je dis bien plus tard, ce serait à peut-être 3, 4, 5 années. Donc pour moi, ça c'est le scénario le moins probable hein, sur l'or. Je n'y crois pas trop, mais voilà, encore une fois, c'est le break baissier de ce triangle qui devra arriver d'ici le milieu de l'année 2022, qui va nous donner le ton hein, sur l'or. Et pour le moment, hein, je reste très 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 positif, mais si ça casse par le sud,
bah, ça casse par le sud, hein. On n'est pas c'est pas nous qui contrôlons les marchés financiers. On est simplement là pour voir les cycles se faire et se défaire et mettre en place des allocations d'actifs qui sont plus ou moins agressives en fonction des cycles qui se font et se défont. Donc encore une fois, pour tous ceux qui sont extrêmement positifs sur l'or, ceux qui veulent mettre en place des paris spéculatifs sur l'or, franchement, voilà, entreprendre la position ici, là, donc là actuellement, ou la prendre un petit peu plus haut, donc 6% plus haut, 6 ou 7 ou même 10% plus haut, c'est-à-dire en attendant qu'on a un vrai breakout haussier sur cette pattern, ça va pas changer grand-chose, sachant que derrière, si vous avez pris la position d'achat 10% plus haut que le niveau actuel, mais que vous avez derrière plus 50 ou plus 100% de hausse à vous offrir, c'est pas ces 10% là qui vont faire une grande différence. Donc voilà. Alors que par exemple là, si vous prenez la position maintenant, mais que vous vous retrouvez scotché avec une position perdante de l'ordre de moins 20% pendant potentiellement 4 années, ça risque de beaucoup plus vous impacter émotionnellement. Donc vous voyez, l'impact émotionnel entre... Voilà, se dire j'achèterai 10% plus haut, mais une fois que je suis embarqué dans le trend, c'est un trend qui peut prendre 50 ou 100% de hausse assez facilement sans que j'ai c'est cette enclume psychologique qui me plombe. Vous voyez, c'est une décision qui est bonne à prendre. Par contre, là, vous prenez le trade maintenant. Si on se retrouve dans le scénario du pire, ça veut dire que là, vous allez vous traîner une enclume pendant 2, 3, 4 années. Donc, encore une fois, si c'est dans une logique de portefeuille boursier diversifié, il n'y a aucun problème. Rester avec une allocation de peut-être 10% d'or dans son patrimoine, 10 ou 15% d'or sur du très très long terme, même si l'or est baissier pendant 3 ou 4 années ou stabilise pendant 3 années, ça ne pose pas problème. Par contre, si c'est dans une logique de pari spéculatif pour jouer un cycle qui va se faire, là, ça vaut vraiment le coup d'attendre qu'on ait un signal de breakout. Analyse du SP500, une première semaine de légère baisse sur l'indice américain. Donc on la voit, cette petite chandelle rouge. On est toujours dans ce canal aussi depuis le Covid. Donc la dynamique reste toujours très très bonne. Semble-t-il, on serait dans une consolidation un tout petit peu plus grande que ce creux. Donc je pense qu'on ira chercher un deuxième creux. On stabilisera, on digérera un petit peu plus et on sera frais pour aller attaquer le haut du canal ici. Donc affaire à suivre. En tout cas, voilà, la dynamique de fond reste toujours très bien orienté sur le marché américain et le scénario qui viendrait inquiéter cette dynamique de hausse initiée depuis le Covid, ce serait tout simplement une rupture de cette zone de support là que je vous ai mis en vert. Je peux la prolonger comme ça. Si on vient à casser ça, là ce sera un retour en ligne droite, enfin en ligne droite, en ligne, on prend l'option chute libre sur le bas du canal. Donc là, ça c'est vraiment le scénario le moins probable. En tout cas, tant que le niveau de support n'est pas cassé, c'est pas un scénario qui nous intéresse. Pour le moment, on est toujours dans la continuation de la dynamique haussière avec en ligne de mire le haut de ce canal-là. Ensuite, on va passer sur le Nasdaq maintenant. Donc le Nasdaq 100 Index, lui aussi, la dynamique est toujours bonne, elle est toujours à la hausse. Alors, hop, là, je vais pouvoir décaler ça. Je vous l'avais dessiné un petit peu avant. Ça correspond bien. Donc, dans ce petit canal haussier, on arrive sur le bas. La consolidation, elle commence à bien avancer. On n'est pas encore mature, mais on commence à être bien avancé. Donc là aussi, le potentiel de hausse reste très intéressant puisque vous voyez, on peut aller chercher dans la première partie de l'année 2022 le haut de ce canal. Donc affaire à suivre et bien entendu le scénario qui invaliderait cette hausse, ce serait tout simplement une rupture du niveau ici de la zone des 14 500 points. Là on se retrouverait dans une grosse correction de marché, mais c'est pas du tout la logique actuelle de la dynamique. La dynamique est haussière, on a un niveau de vitesse,
un deuxième gros niveau de vitesse sur le canal aussi en pointillé. Donc là, on est plus dans l'attente d'une accélération du premier niveau de vitesse vers le deuxième niveau de vitesse. Donc, on serait plutôt en train de passer voilà, à la vitesse supérieure dans la voiture. Donc, accélération du momentum attendu sur le Nasdaq. Donc voilà, pour le moment, les marchés restent très bien orientés malgré la semaine de baisse qui a été enregistrée sur le Nasdaq 100. Pour le moment, il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir. En tout cas, tant que la zone des 14 500 points sur le Nasdaq 100, elle n'est pas cassée, c'est de la volatilité qui me semble assez justifiée et justifiable dans des marchés haussiers. C'est de la volatilité qui reste relativement faible et saine. Donc, je vous le rappelle, c'est reparti cette semaine pour les emails privés. Je reprends ma petite plume, je me remets à vous écrire. Donc, voilà, je vous réserve la surprise de cette semaine, de ce que vous allez découvrir si vous n'êtes pas inscrit sur ma liste d'emails privés. Le lien est en description et on se retrouve dès lundi pour le grand retour des emails privés.